Bonjour Thomas, coup de cœur ou coup de gueule sur le cinéma français? Coup de cœur sur le cinéma français historique. Je voudrais quand même rappeler aux auditeurs, et pour ceux qui ne le savent pas, que le cinéma c'est une invention française. C'est la famille Lumière qui a créé le cinématographe, qui permet d'enregistrer des images en mouvement et qui a conçu les premiers cinémas. Encore un truc qu'on s'est fait piquer, vite fait bien fait. Alors, les Américains ont été, et les Indiens peut-être aussi, plus forts que nous. On a vu la cérémonie des Césars qui était sur Canal+ en clair vendredi soir. Bon, cette cérémonie, je l'ai regardée un petit peu, elle m'a pas fait rêver. Le seul moment où on a un peu rêvé, c'est quand Brad Pitt est arrivé. Donc je trouve un peu dommage que ce soit un acteur américain qui stimule une cérémonie. Sans quand même Virginie Efira, c'était un beau moment. Oui, c'était un bon moment, en effet, mais c'est une très belle actrice. Après, elles étaient toutes formidables. Juliette Binoche pour Ouistreham, qui s'est d'ailleurs tournée en Normandie. Non, ce que je voulais dire, c'est que on a un cinéma français. J'en parlais avec Catherine Morin-Desailly hier, qui est une sénatrice spécialiste dans le domaine de la culture. On a un cinéma où il y a beaucoup d'énergie en France qui est déployée, beaucoup de fonds aussi, de subventions, à la fois de l'État, mais aussi beaucoup des collectivités territoriales. Et on a un cinéma français qui, depuis une grosse dizaine d'années, décroche carrément sur le marché international, alors que c'était un de nos fers de lance de notre dynamique à l'étranger. Pour vous donner quelques chiffres, on est sur 2022 sur à peu près 27 millions d'entrées dans les salles obscures étrangères pour des films français, c'est-à-dire 2 fois moins que la moyenne des 10 dernières années, où nous étions largement au-dessus des 50 millions d'entrées dans le monde. Et même, je crois, en 2014, d'après Challenge, on avait dépassé les 120 millions d'entrées. Et je trouve extrêmement dommage que nous n'ayons pas ces grands films qui ont fait ces dernières années le succès du cinéma tricolore, tels que Le Pianiste, tels que Lucie, Taken, Le Cinquième Élément, Intouchable, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Je trouve vraiment dommage que malgré toute cette énergie, on se retrouve avec des films décevants, des castings décevants, presque un sentiment que l'on fait des films pour faire des films, quoi. On fait de la quantité subventionnée par le CNC. Vous trouvez-vous ? Oui, alors il y a des films qui sortent du lot, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Quand je vous dis 27 millions de ventes l'année dernière, quand on avait fait 120 millions en 2014, c'est quand même assez édifiant. Et voilà, j'étais un petit coup de gueule parce que je pense que même certains publics français ne comprennent pas toujours ce qui sort à nos écrans. Alors il y a quelques pépites forcément, mais je pense que c'est pas l'avis général des compatriotes. Voilà. Non, et puis aussi, il y a un enjeu budgétaire. Je pense que le cirque qu'on a eu à l'Assemblée nationale encourage beaucoup les Français à se poser des questions sur le fonctionnement de nos institutions politiques françaises. Et ça, ce débat-là, il ne faut pas l'écarter parce que les Français s'interrogent à savoir comment ils sont représentés, comment se répartit la démocratie dans le pays. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde est choqué vraiment par certaines situations qu'il y a à l'Assemblée nationale? Je peux vous dire que moi, dans mon canton, les gens m'ont plus parlé du cirque à l'Assemblée que de la réforme elle-même. C'est-à-dire que les gens ont été absolument outrés. Et c'est d'ailleurs assez scandaleux, la stratégie de la France Insoumise qui laisse d'ailleurs Marine Le Pen comme Blanche-Neige dans ce débat-là. C'est cette attitude du bazardage absolu, du sabotage des débats. Et donc les Français, d'autant plus après cet exercice, se sont dit mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Comment se peut-il qu'au bout de 15 jours de débat, on n'ait pas pu dépasser l'article 2 du projet de loi? Projet de loi qui en plus, quand même, tous les candidats à l'élection présidentielle avaient fait des propositions sur le sujet des retraites, et donc c'est quand même un sujet bien connu de l'ensemble de la population. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la réforme des institutions. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur les pouvoirs du chef de l'État qui peut nommer à tout va préfet, ambassadeur, etc. sans quasiment aucun contrôle ni aucune limite. Mais là où je fais un carton rouge, ça sera mon deuxième aujourd'hui, c'est sur les pouvoirs en place quand ils arrivent. On a vu avec Hollande, avec la réforme des régions, c'est-à-dire qu'ils sont là à donner des leçons aux collectivités territoriales, à couper les budgets, à réduire drastiquement les dotations, sans le faire pour l'État soi-même. C'est-à-dire qu'on a bien vu quand les régions ont fusionné, il a fallu supprimer des postes de directeur général des services, regrouper des services, faire des fusions, recentraliser. Changer des logos. Changer de logo, mais bon, c'est pas ça qui a été le plus coûteux. Et l'État n'est incapable, et Macron en 10 ans nous rapportait aucune réforme structurelle de l'État. Et c'est ça qui est hallucinant quand on voit le nombre de fonctionnaires qui dépendent de l'État français. S'il y a d'ailleurs bien une constante dans la Macronie, c'est finalement la suspicion à l'égard des collectivités territoriales.
la maison à côté de chez soi. Les chiffres sont excellents et avec le calendrier français, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, etc. Le défi sécuritaire, on en a souvent parlé avec Valérie ici. Ouais. Non, je voudrais dire que on néglige souvent les pouvoirs publics et notamment le gouvernement successif, la part du tourisme dans notre PIB, puisqu'on dépasse les 10% de part de PIB. C'est une économie dans l'économie énorme et je regrette vraiment que nous n'ayons pas de véritable ministère dédié exclusivement au sujet du tourisme en France, parce que avec plusieurs dizaines de millions de visiteurs par an, ça pose des sujets de sécurité dans les aéroports, etc. Ouais, et quand on voit que certains pôles de compétences tels que l'économie sociale et solidaire ou encore même l'agriculture ont leur propre ministère, je trouve dommage que le tourisme, qui est quand même l'un des atouts majeurs français, n'ait pas de représentation forte au sein du gouvernement. Il est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Elisabeth Borne et... Non, je pense que les sénateurs, tous bords confondus, sont des gens raisonnables. Patrick Kanner, qui est président du groupe socialiste au Sénat, a dit « Nous ferons tout pour que chaque article soit débattu ». Alors que le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a quand même joué le jeu pendant longtemps de la NUPES sur le barrage avant de rétropédaler en supprimant quelques amendements à la fin. Et monsieur Vallaud, son nom, qui était d'ailleurs au moment de la réforme Touraine, secrétaire général adjoint à l'Élysée, et qui dit cette réforme, c'est la réforme de l'impôt de la mort. Mais il oublie quand même que la réforme Borne n'est qu'une déclinaison plus approfondie de la réforme Touraine de l'époque. Mais malgré tout, est-ce que ça ne va pas, tout ça, laisser beaucoup de traces, une espèce de cocotte minute on va mettre un couvercle dessus, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, l'inflation peut-être, ça va exploser. Je pense que cette réforme a été très mal préparée et présentée et amenée par le gouvernement. C'est un sujet qui est dans les esprits depuis très longtemps. Je rappelle à nouveau que nous avons eu un secrétaire d'État spécial à la réforme des retraites, Delevoye, puis le député du Nord sur tout le mandat précédent, qu'Édouard Philippe avait prévu une réforme qui n'avait rien à voir avec celle qui est présentée là, que dans le programme présidentiel du candidat Macron, il y avait le sujet de la réforme des retraites, qu'on a cristallisé tous les débats sur l'âge des 64, mais on voit bien que cet âge aujourd'hui n'a plus grand intérêt, parce qu'avec hormis les carrières longues, mais avec les études, etc., les années de cotisation, on sait très bien qu'aujourd'hui on ne part pas facilement à 64 ans. Et donc je pense que cette réforme a été extrêmement mal amenée et qu'un débat plus profond, en effet avec les seniors, avec la politique familiale, avec les salaires des femmes, etc., aurait été indispensable. Et on a mis ce débat-là dans ce tunnel de la loi sur le financement de la sécurité sociale. Et je pense que le gouvernement a une fois de plus raté, d'autant quand même que LR a été très raisonnable. Et dès janvier, Éric Ciotti, le président, qui n'est pas le président de ma famille politique, a dit clairement qu'il était prêt à travailler dans l'intérêt général sur ce texte. Et ça a été très mal mené. Bon, Michel, réagir. Non, je voulais rebondir sur la colère, qu'elle soit sur l'inflation, sur l'énergie, sur la réforme des retraites. Elle est difficile à définir, cette colère en France, parce que les Échos font leur une aujourd'hui sur les incroyables investissements étrangers en France. On a quand même une économie qui se porte relativement bien. On a parlé des chiffres du tourisme. On a beaucoup d'entreprises, et moi je le vois, de chefs d'entreprise qui, au vu des chiffres, ont fait des énormes efforts cette année. Alors on a parlé des plus connus, mais les moins connus ont offert des primes, ont offert des 13e mois pour essayer de soulager les familles et leurs salariés. Moi je le vois beaucoup dans ma circonscription. Et en même temps, on a cette colère qui est très difficile à interpréter, qui s'est exprimée avec raison au démarrage des Gilets jaunes, catégorie sociale confondue. Là, ce que je trouve un peu dommage, c'est que on va essayer de prendre un peu les Français en otage, parce qu'on a vu qu'en février, les manifestations avaient un peu diminué. Et là, on dit on va bloquer le pays avec notamment les trains, etc. Il faut quand même reconnaître que le changement de régime spécial pour tous ces métiers-là, c'est pour les générations futures, c'est pas pour les générations actuelles. Et se dire Bruno Retailleau veut accélérer la disparition de la clause du grand-père. Oui, mais pour les générations futures. Ça touche pas aux générations actuelles, ce qui est dans ce projet de loi. Et je trouve que c'est un peu facile de se dire on va bloquer et utiliser ce qu'on arrive encore à faire, qui est notamment les trains, la RATP, etc., qui sont quand même des personnes qui ont des régimes beaucoup plus favorables que d'autres. Alors, on va continuer de parler
On parle aussi de difficultés pour beaucoup de Français, notamment aussi des travailleurs pauvres, des personnes qui sont en temps partiel de pouvoir se nourrir. Mais on oublie quand même quel est le poste numéro 1 de dépenses des foyers. Ça reste le logement. Oui. Et nous n'avons pas réussi, nous n'arrivons toujours pas à construire davantage pour essayer, parce que les prix de l'immobilier, c'est un rapport d'offre et de la demande. Je connais le territoire de mon ami David Marguerite. Il y a un besoin cruel à Cherbourg par rapport au développement du territoire de logement. Et c'est le cas dans beaucoup de régions françaises. Et tant que nous n'arriverons pas à déverrouiller certaines problématiques, tant que nous n'arriverons pas à encourager encore plus la construction, on restera avec des prix de loyer qui, je dois le dire, toujours pèsent pour la plupart des ménages dans la première dépense. C'est désormais, et c'est le logement. Ouais. Michel. L'État français pourrait faire davantage si on n'avait pas le niveau de dette absolument abyssal que l'on a. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Et c'est d'ailleurs la une du Monde hier. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne quand le prix de l'énergie a flambé? Ils ont mis 250 milliards sur la table pour soulager les entreprises, pour laisser l'industrie allemande compétitive et soulager les ménages. Sauf que nous, on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, on sait tous quand même que quand on achète son prix d'essence à 2 € le litre, c'est pas les bénéfices de Total qui sont faits pour grande partie d'ailleurs à l'étranger et pas en France, qui justifie les 2 € du litre. C'est quand même l'imposition française qui nourrit quand même une partie des prix. Moi, je suis pas d'accord, on peut le faire. Moi, je suis pas d'accord, on peut le faire. Et moi, je pense que Michel, alors, comment on fait? Moi, je pense qu'on peut le faire. Non.